s'il y a eu ces problèmes-là, c'est la faute de l'école. Donc déduction logique, c'est si l'école est le problème, elle est aussi la solution. L'éducation, c'est l'un de ces domaines où absolument tout le monde a un avis. On a cette possibilité de l'éducation populaire gratuite pour tous, 24 heures sur 24, permanente, qui est formidable, toute la science à portée de clic. Mais est-ce qu'on s'en saisit correctement ? Et pour moi, c'est aussi ça le rôle de l'école et des adultes. Puzzle, un podcast du service recherche de l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France. Épisode 4. Éduquer à s'émanciper. Nous avons vu dans l'épisode précédent avec Louise Ferté que l'école est un objet politique, mais qu'il ne s'agit pas d'y transmettre un contenu politisé. Alors aujourd'hui, quel est le rapport de l'école au et à la politique ? Comment peut-on penser et analyser des directives et dispositifs pédagogiques de l'école en faveur de l'éducation à la citoyenneté ? Nous allons répondre à ces questions avec Louise Ferté, maîtresse de conférences en philosophie à l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France sur le site de Douai et rattachée au laboratoire SCL de l'Université de Lille. Bonjour Louise. Bonjour. Je suis heureuse de te retrouver dans un nouvel épisode dans lequel nous allons voir l'importance des enjeux et des apports de la philosophie dans le cadre de la formation des futurs professionnels de l'éducation nationale. Tout d'abord, quelle est la différence entre éduquer à la politique et aux politiques ? Alors, pour répondre à cette question, il faut distinguer ce que c'est la politique et le politique. En philosophie, on a l'habitude de distinguer, en sciences politiques, on a l'habitude de distinguer le politique comme les conditions de vivre ensemble, alors que la politique va renvoyer plutôt aux stratégies de la conquête, l'exercice du pouvoir. Donc le peuple souverain, ça va relever du politique, alors que la logique des partis représentatifs, ça va renvoyer à la politique. Alors, bien sûr que l'éducation, notamment l'éducation aux politiques, est nécessaire puisque l'école doit donner une culture commune. J'entends par culture commune, d'après un ouvrage que j'ai récemment lu de Christian Laval et Francis Vergne sur l'éducation démocratique, il dit que cette culture commune doit permettre de donner les moyens aux citoyens de demain de connaître et d'agir sur la société, leur procurer les outils d'une réflexivité informée et rationnelle sur l'histoire de cette société et doter donc ces futurs citoyens des capacités sociales et politiques pour participer aux affaires collectives. Alors on voit bien là que à la fois cette culture commune, elle renvoie aux politiques, à ce qui fait un peu on pourrait dire l'ontologique, la manière dont la société est instituée, et en même temps qu'elle requiert de nous de connaître un petit peu, d'un point de vue ontique, les pratiques de la politique conventionnelle, comment en fait on fait de la politique aujourd'hui en France, la connaissance des partis, etc. Alors, on pourrait dire qu'aujourd'hui à l'école, on va transmettre des valeurs donc, du côté du politique. On va aussi potentiellement transmettre des connaissances sur le fonctionnement de la politique actuelle, la composition de l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, quel parti se met, identifier les partis où ils se situent dans l'hémicycle. Aujourd'hui, la mission de l'école porte sur la pédagogie de la citoyenneté, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Et quelle articulation avec la question précédente ? Alors, oui, donc dans les programmes, on a l'enseignement moral et civique qui est inscrit, qui est souvent lié à l'histoire et qui est souvent, d'ailleurs, c'est souvent les professeurs d'histoire et géographie qui s'en occupent dans le second degré et pour les professeurs des écoles, tous les professeurs des écoles. Cette pédagogie de la citoyenneté, ça renvoie à l'idée qu'il n'y a pas seulement un contenu qui est indiqué dans les programmes, mais aussi un certain nombre d'indications sur la manière de le transmettre. Dans l'épisode précédent, je citais l'article L111-1 du Code de l'éducation, et en le relisant, je m'apercevais qu'il y avait quand même cette valeur de coopération qui était indiquée par la loi. Ce qui donne déjà des indications sur la manière dont on doit enseigner aux élèves, la manière dont on peut imaginer des dispositifs pédagogiques qui vont favoriser la coopération entre élèves.
Par ailleurs, dans les programmes, en fait, depuis plusieurs années, il y a aussi cette valorisation de l'esprit critique, de la réflexivité des élèves, de la confrontation des points de vue en classe sous la forme de dialogue. Donc ça veut dire qu'on va à la fois transmettre des connaissances civiques, mais aussi on va chercher à favoriser des dispositifs qui vont promouvoir une manière d'être ensemble. Ça renvoie à notre question des valeurs, et cette discussion sur les valeurs qu'on a eues dans l'épisode précédent. Donc des manières d'être ensemble, d'être avec les autres, et d'écouter et d'agir avec les autres. De façon concrète, cette éducation à la citoyenneté prend diverses formes. Par exemple, des débats, qui sont autant de dispositifs qui questionnent les enseignants, témoignent d'écueils, soulèvent de nombreuses questions, sur lesquelles, finalement, les professionnels éducatifs peuvent parfois se sentir plus ou moins à l'aise et ne pas toujours savoir comment se positionner. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Comment est-ce qu'on peut les accompagner là-dessus ? Oui, ce qui est intéressant dans la formation, et je promeus donc la philosophie dans la formation des enseignants, c'est effectivement de discuter un petit peu des dispositifs pédagogiques. Il n'y a pas de recette prête à appliquer en classe, mais on va chercher à réfléchir à ces dispositifs. Par exemple, le débat, à première vue, et j'en suis convaincue, c'est un dispositif idéal. Ça va permettre la coopération entre les élèves, ça va valoriser aussi le sujet éduqué qui va prendre la parole, qui va expliquer ses représentations éventuellement initiales, et puis par le dialogue avec les autres, on va faire avancer ces représentations, acquérir des connaissances pour arriver à un point B qui serait plus évolué qu'au départ. Donc il y a vraiment des vertus en fait du débat, des vertus argumentatives et puis des vertus de coopération entre élèves. Dans le même temps, en fait, c'est pas évident de faire un débat en classe. Et un article que j'aime beaucoup d'une collègue de l'INSPE de Bordeaux, Stéphanie Perrault-Pusségur, qui parle des poisons lents, des faux dialogues en éducation. Alors, quels sont ces poisons lents ? D'une part, c'est le dialogue sans altérité. Ça veut dire que ça va être le dialogue où finalement les élèves vont exprimer leur point de vue, vont chercher à avoir raison, mais vont pas chercher à construire, à construire quelque chose avec les autres, à écouter les autres et à avancer dans leur représentation, dans leur questionnement. Et en fait, on peut dire, il faut leur apprendre à écouter les autres, mais ça ne va pas du tout de soi. Parce que pour écouter les autres, on a besoin de comprendre l'intérêt d'écouter les autres. Qu'est-ce qui fait que prendre en compte la parole de l'autre va nous permettre d'évoluer, de mieux comprendre les choses. Mais pour faire ça, il faut entrer en dialogue avec les autres pour comprendre, pour comprendre l'intérêt de dialoguer avec les autres. Mais pour entrer en dialogue, d'une certaine manière, il faut déjà en comprendre l'intérêt. Donc il y a il y a un dilemme en fait de la pratique du dialogue qui est pas évident. Et on le voit bien, c'est pas toujours non plus partagé. On demande parfois aux élèves de faire ça, alors que déjà chez les adultes, c'est pas évident d'entrer en dialogue et de vraiment écouter l'autre, la parole de l'autre et de la prendre en compte. Le deuxième poison lent, selon Stéphanie Perrault-Pusségur, c'est le dialogue où tout est joué d'avance. C'est finalement où l'enseignant va dire on va dialoguer, on va faire par exemple le fameux débat sur pour ou contre la peine de mort. On va finalement arriver à un consensus où tout le monde est contre la peine de mort, mais on ne tire pas grand-chose du dialogue ou du débat de ce point de vue-là. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est peut-être de poser des questions où il n'y a pas de réponse évidente. Alors ça, c'est forcément en philosophie, on adore. Mais il n'y a pas de réponse évidente, il n'y a peut-être pas de réponse. Ça nous laisse dans une interrogation, et c'est l'interrogation qui est importante. Ce n'est pas forcément la réponse. Et puis, le dialogue où tout est joué d'avance, c'est un peu aussi une certaine idéologie du consensus, que tout peut être matière à consensus. Alors, si je reviens sur l'EMC, entre guillemets, effectivement, c'est présenter les choses, parfois se dire, on va faire comme à l'Assemblée nationale, en classe, on va faire un débat comme à l'Assemblée nationale, et puis on va chercher le consensus. Et on va dialoguer pour trouver un consensus entre nous sur les règles de vie de classe, etc.
à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de consensus. Il y a des disputes, on peut dire le contraire, il y a des dissensus. Puis il y a un vote où il y en a qui en sortent gagnants, et puis d'autres perdants. Il y a des logiques de domination. Et ça me semble important de le noter. Le troisième poison lent, c'est le dialogue qui n'a pas d'effet. C'est-à-dire qu'on va dialoguer, par exemple, sur les règles de vie de classe, ou je sais pas, on va faire un dialogue suite à un problème qu'il y a eu dans la cour de récréation. Mais finalement, ce qu'on va proposer comme solution, je sais pas, il y a eu un débat sur l'occupation de la cour de récréation, puisque les personnes qui jouent au basketball utilisent toute une partie de la cour de récréation, et donc on voudrait modifier les règles. Et donc au sein de la classe, on va faire un débat sur la modification des règles de la cour de récréation. Et puis finalement, les solutions sur lesquelles on aboutit ne sont pas validées par le conseil des maîtres, ne sont pas validées par les autres classes, et donc il n'y a pas d'effet. Et donc ça aussi, c'est un des poisons lents, parce que finalement, débattre ne sert à rien. Et vous voyez que si on reprend l'esprit de l'éducation morale et civique, ça a des effets un peu négatifs. Si finalement, le fait de s'investir dans un débat, d'écouter les autres, de faire entendre sa parole, qui demande un certain effort, n'a pas d'effet, ça peut être assez problématique. Donc voilà, ça me paraissait important de noter ces poisons lents, voilà, des faux dialogues, et de noter que finalement, créer du débat dans la classe, créer des dialogues, ça demande des conditions, pas seulement en termes au sein de la classe, dans la relation effectivement pédagogique, dans la relation des enseignants aux élèves, mais aussi des conditions institutionnelles qui sont pas évidentes. Et justement, en fait, ce dernier point offre l'occasion de mettre en lumière des approches pédagogiques qui font un pas de côté. C'est les pédagogies critiques, par exemple. Quelles sont-elles Quels sont ces différents types de pédagogie et que proposent-elles ? Oui, c'est un objet que je commence à aborder notamment dans la formation, dans la lutte contre les discriminations, puisque je ne suis pas sociologue, donc je ne suis pas à la pointe des recherches sur les discriminations, mais par contre, sur la connaissance des discriminations, mais par contre, je trouve que d'aborder les approches pédagogiques avec les élèves, ça leur permet aussi de pas être accablés en fait par la multiplicité des discriminations, des inégalités à l'école. C'est important qu'ils les connaissent, mais aussi de trouver des solutions peut-être pédagogiques pour lutter contre elles au sein même de leur classe. Notamment, il y a Paulo Freire qui est traduit en français, donc un pédagogue brésilien qui s'est intéressé au départ à l'alphabétisation des adultes au Brésil. Mais sa méthode éducative a été généralisée par la suite. Il va mettre en place une pédagogie critique qui s'appuie sur la pratique dialogique. Donc un peu de ce dont on a parlé juste avant. Il la considère comme une activité qui est proprement démocratique, puisque dans la pratique du dialogue, toute personne qui participe à ce dialogue va apparaître comme sujet. Et donc cette finalité du dialogue, c'est la conscientisation, pour lui, l'acquisition d'une conscience critique qui s'appuie sur une connaissance scientifique du monde, une connaissance du monde tel qu'il est, et des modalités pour le faire évoluer, le transformer. Donc il va mettre en valeur effectivement cette communauté apprenante qui va être créatrice d'une nouvelle mise en relation aussi entre les individus et peut-être entre les élèves. Ça me renvoie un peu à ce que dit un philosophe que j'aime beaucoup, Jacques Rancière, qui va dans les années 80 en fait, dans une certaine critique en fait de la sociologie de Bourdieu, sur laquelle je vais pas développer ici, mais qui va dire finalement, plutôt que de voir l'égalité comme un idéal à poursuivre, il faut postuler l'égalité. Ça veut dire qu'il faut considérer qu'on est tous égaux et le postuler pour que ça ait des effets dans nos pratiques. Notamment, lui, il va postuler l'égalité des intelligences. Il va dire finalement, on a tous la même intelligence, on a tous les capacités en fait, d'accéder au savoir.
On n'a pas besoin de quelqu'un qui nous explique le savoir, donc qui va critiquer les maîtres explicateurs qui expliquent, et va plutôt favoriser, du coup, dans sa pensée de l'éducation, un rapport au savoir direct de l'enfant ou de l'étudiant au savoir. Le maître donc va accompagner l'élève ou l'étudiant, il va lui poser des questions, il va dialoguer avec lui, mais il ne va pas lui expliquer le savoir qu'il doit transmettre. Il n'est pas un référent sachant, il est accompagnant. Un autre exemple qu'on pourrait donner est une lecture récente également, c'est la féministe Bell Hooks qui a écrit un ouvrage qui a été récemment publié en France, un ouvrage qui date de 1994, Teaching to Transgress, donc, qui a été traduit Apprendre à transgresser en France en 2019 aux éditions Sileps. Elle qui va reprendre, tout en la critiquant, la pédagogie de Paulo Freire, et qui va raconter dans cet ouvrage, qui est assez... c'est un recueil d'essais en fait, et de dialogues, qui va raconter en fait sa propre expérience d'enseignement à l'université. Ce qu'elle a proposé comme modalité pédagogique à ses étudiants. Elle parle effectivement de l'enseignement comme acte performatif qui va chercher à amener le changement, qui va chercher à inventer des relations nouvelles avec plus d'égalité. Mais qui ne va pas chercher à reproduire finalement la forme scolaire un peu avec cette forme d'autorité, c'est un peu paradigmatique de l'école, l'enseignant parle, les élèves se taisent et prennent des notes, mais qui va vraiment aussi permettre dans cette communauté apprenante la prise de parole des étudiants, dans son cas, qui vont apporter aussi du savoir au sein de la classe. Ce qu'elle note, c'est que les étudiants sont pas très à l'aise avec cette modalité pédagogique, puisque ça a déconstruit complètement leur vision, leur perception de ce que doit être un enseignant. Ils ont l'impression que quand ils vont en cours, la professeure ne leur apporte rien, que ce qu'ils apprennent, c'est pas aussi tangible que dans un cours ordinaire. Et donc cette transformation de l'enseignement pour instaurer une responsabilité mutuelle de l'enseignant, mais de tous les étudiants qui sont en présence dans l'apprentissage, c'est pas quelque chose de très évident. Voilà. Finalement, ces pratiques qui permettent de développer l'esprit critique remplissent aussi le rôle émancipateur de l'école pour former les futurs citoyens. Oui, alors avant de répondre à la question, et finalement peut-être de discuter de cette question de l'émancipation, ces exemples que je viens de donner, ces exemples, ou en tout cas ces pédagogies critiques comme celle de Freire ou celle de Bell Hooks, ou même ce que peut dire Rancière, ça se pose quand même en des termes un petit peu différents pour l'école primaire et secondaire. C'est vrai que souvent ils s'adressent à des adultes, des étudiants. Alors même si Freire, ça a été adapté pour l'école. Mais par rapport aux inspirations de ces pédagogies critiques pour l'enseignement vis-à-vis des élèves, notamment dans le premier degré, il faut faire attention aux discriminations que cela peut engendrer. Par exemple, une de mes étudiantes récemment m'expliquait qu'elle avait mis en place un Quoi de neuf avec ses élèves de CM2. Le Quoi de neuf, c'est un dispositif de la pédagogie Freinet dans lequel les élèves font des petits exposés. Et elle montrait qu'il y avait un élève qui avait dépassé le temps, qui avait fait un exposé de 15 minutes sur les pyramides égyptiennes, alors qu'un autre élève avait fait un exposé de 20 secondes sur une gomme Spider-Man qu'il avait dans son sac. Et on voit bien là que finalement la prise de parole des élèves, elle peut amener des inégalités de parole au sein de la classe, et donc il faut faire attention finalement à bien réguler en fait ces prises de parole et à bien expliquer les attendus des enseignants. Et si on revient donc à la question qui était première sur l'émancipation, c'est bien en fait, la définition de l'émancipation, c'est bien la sortie de la servitude. Donc le fait non pas de se libérer, puisque la libération implique quelqu'un qui libère, l'émancipation, c'est par soi-même, on s'émancipe. On ne peut pas émanciper quelqu'un, enfin, si, le juge peut le faire, mais en philosophie, on n'émancipe pas quelqu'un, c'est soi-même qu'on émancipe. Et l'émancipation,
ça renvoie à un processus. Ça veut dire que c'est pas une décision, c'est un processus où finalement on se transforme, on devient sujet, on se transforme ça permet de porter un nouveau sujet, une nouvelle version de nous-mêmes. Ça va nous transformer. Voilà. Et donc effectivement, ces nouvelles, ces pédagogies critiques dont on a parlé, c'est peut-être ces modalités aussi pédagogiques nouvelles pour en enseignement moral et civique. Ça va permettre la transformation en fait de l'élève comme sujet. En tout cas, c'est ce que l'on vise pour qu'il devienne un futur citoyen émancipé dans la société de demain. Et ce mouvement d'émancipation qui porte le nouveau sujet va modifier en fait les rapports fondamentaux entre les humains. Il va ouvrir un nouveau champ de possibles de rapports entre les hommes et les femmes et, on espère, le champ de l'égalité. Merci beaucoup Louise pour ces échanges passionnants et inspirants. Nous vous proposons de retrouver l'ensemble des ressources liées à cet épisode sur notre site internet de l'INSPE et je vous dis à bientôt.